Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir et bienvenue pour cette seconde partie du Libre Journal des artisans présenté ce soir par Alexandre Paolo. Ce soir, chers auditeurs, un programme dense et éclectique, si j'ose dire, nous attend puisque nous aurons la chance de recevoir en première partie d'émission une association toute récente d'amateurs de crustacés, le Club des chasseurs d'huîtres, avec Mathieu Louvès et Enguerrand Ottaviani, pour nous parler de ce nouveau projet prometteur. En milieu d'émission, nous vous proposons un entretien avec un jeune invité, Pierre Bexon, chef de la patrouille du Rorcal au sein de la 3e troupe Port-Marly, dans les Yvelines. Échange durant lequel nous aborderons son engagement dans le scoutisme sous la forme d'un témoignage qui rappellera peut-être à certains de nos auditeurs les heures qu'ils ont pu passer dans les bois en culotte courte. Enfin, pour finir ce libre journal des artisans, nous recevrons un invité qui commence à être habitué de ce plateau, puisqu'il s'agit d'Henri Nicolas, apiculteur dans la maison apicole de Lugos, dans les Landes, qui nous rejoindra d'ici quelques minutes et qui, disons-le, qui a également fait partie des rangs de la mythique troupe de Port-Marly, comme Pierre Bexon. Le hasard fait bien les choses. Nous avons pu entendre Henri Nicolas dans cette même émission il y a environ un an parler du lancement de son aventure en picole. Et nous vous proposons ce soir, chers auditeurs, un sujet consacré aux défis de l'apiculture sur les sujets de concurrence, de marché ou d'enjeux climatiques. Nous avons donc la chance et l'honneur d'accueillir des producteurs, des passionnés ou amateurs éclairés de terroir, gardiens de nos traditions gastronomiques. Et avec à chaque fois au centre la nature, que nous retrouvons également par le scoutisme avec notre invité Pierre Bexon. La nature cette fois-ci avec l'abeille ou l'huître qui nous livre chacune un trésor grâce au savoir-faire d'hommes dévoués. Sans plus tarder, chers auditeurs, je vous propose une plongée dans l'univers de l'huître avec Mathieu Louvès et Enguerrand Ottaviani. Mathieu et Enguerrand, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci d'être présents sur ce plateau ce soir pour nous parler de votre passion assez fertile puisqu'elle elle est génératrice de cette nouvelle association récemment montée, le Club des chasseurs d'huîtres. Alors pour parler de cette genèse précisément, de la genèse de cette association, Mathieu et Enguerrand, vous n'êtes pas forcément du métier, je crois. Vous êtes tous deux parisiens, me semble-t-il, jeunes. Pourquoi décider de monter un jour une association d'amateurs d'huîtres ? Enguerrand, si tu me permets. Mais pour être très honnête, alors moi, ça fait maintenant plusieurs années que je mange très régulièrement des huîtres. C'est vraiment une passion avant tout de consommation. J'ai saoulé de nombreux amis à mettre des stories sur Instagram de mes différents plateaux d'huîtres, que ça soit sur le bassin d'Arcachon, autour de l'île de Ré ou même à Paris. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, il manque quelque chose, c'est des comptes Instagram, il y en a plein de nourriture autour du vin, autour de bons restaurants, autour de bonnes viandes, mais il n'y en a pas autour des huîtres. Et pourtant, je connais plein de gens autour de moi qui adorent les huîtres, qui adorent en consommer. Et même eux, finalement, ne s'y connaissent pas tant que ça. Et ne connaissent pas les différentes huîtres, les différents terroirs. Et même à Paris, ne savent pas où consommer de bonnes huîtres. Ou parfois, comme je disais, ne savent pas ce que c'est une bonne huître. Et je me suis dit, pourquoi pas créer un club autour d'amis, en premier lieu, pour justement mettre en avant les différents terroirs, en avant différents ostréiculteurs de qualité, et aussi, à terme, pourquoi pas, des endroits où on peut déguster des huîtres de qualité à Paris, même à l'île de Ré ou ailleurs. Et ça part de cette idée-là. De faire des événements, de proposer des conseils aux gens et de parler des huîtres comme on peut le faire de manière très éducative. En fait. D'accord, donc un but finalement assez pédagogique, mais aussi de mise en relation, si je comprends bien. Oui, c'est de la mise en relation. C'est des adresses surtout, données. Oui, des adresses données. Des adresses données et du partage, ce qui est quand même important aussi dans la consommation d'huîtres. C'est un produit généralement un peu festif. Donc c'est aussi l'idée. Et alors justement, vous avez sûrement dû ressentir qu'il y avait un vivier. Est-ce que vous ciblez quand même une population en particulier, une classe d'âge ? Est-ce que vous avez ressenti un intérêt dans vos dîners ou vos discussions, Enguerrand ? En vrai, pas forcément, mais nous, on s'est dit qu'en fait, nous, c'est un produit qu'on aimait bien.
Dans notre groupe d'amis, on aime également ça et en fait, on s'est dit que ça pouvait être, intéressant déjà d'un point, sur le côté festif, de créer cette association pour pouvoir se retrouver autour de bons produits, autour d'huîtres, de vin blanc et d'autres produits de la mer. Et du coup, non, le vivier, en fait, c'est vraiment pour l'instant, dans un premier lieu, les jeunes, Mhm. qu'on va aller chercher, et après derrière, bah, pourquoi pas pousser un peu et aller chercher un peu plus loin, aller chercher, les jeunes mariés, d'autres personnes, un peu plus âgées que nous. Mais dans un premier lieu, c'est vraiment le côté festif, faire des soirées, mettre en avant l'huître, l'ostréiculture, la passion des personnes, qui travaillent pour ces produits-là. Donc non, dans un premier temps, c'est vraiment, aller chercher des personnes plus ou moins de nos âges et après derrière, on verra au fur et à mesure de l'évolution de l'association. Non, et ce qui est important, enfin, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que, entre guillemets, la consommation d'huîtres a besoin d'être dépoussiérée, si je peux Mhm. dire ça comme ça. C'est que aujourd'hui, la plupart des gens qui consomment des huîtres, c'est les gens qui ont l'âge de nos parents ou de nos grands-parents. Chez les jeunes, pour l'instant, nous, on en connaît quelques-uns, mais ça reste assez fermé. Et les jeunes connaissent pas tant que ça les huîtres. Donc le but, c'est vraiment de dépoussiérer les huîtres, de rendre ça, on va dire, un peu plus à la mode, même si j'aime pas Mhm. trop ce terme-là, et justement d'inciter les jeunes à la consommation d'huîtres, plus qu'à la consommation d'alcool, mais voilà, leur dire l'huître, c'est un produit, c'est un très bon produit, que ce soit pour la santé ou même gustativement, et leur dire, bah voilà, si on veut continuer à avoir ce mode de vie, entre guillemets, ce mode de consommation et ces repas de fête, que les ostréiculteurs continuent à exister, il faut aussi que les jeunes puissent consommer des huîtres. Aujourd'hui, on a, si je ne dis pas de bêtises, 30% de consommation d'huîtres en moins Mhm. qu'il y a 4-5 ans, ce qui est quand même assez important. D'accord. Donc si on ne veut pas continuer à cette baisse, il faut que les jeunes aussi s'emparent de ce mode de consommation. Mais c'est une très noble cause que vous défendez finalement. Cette généralisation de la consommation d'huîtres pour la jeunesse. Et alors justement, comment devient-on un aficionado de l'huître? Je ne parle pas là de voie professionnelle pour devenir ostréiculteur ou revendeur, mais réellement, devient-on, comment affine-t-on son savoir de l'huître? Bah, en soi, La pour consommation. vraiment se renseigner un peu sur les huîtres, c'est comme tout, il suffit d'aller chercher des informations, Ouais, consommer. de consommer aussi le produit Mhm. pour pouvoir le goûter, pour pouvoir en parler, voir la différence entre différentes huîtres par exemple. Et puis après, derrière, bah, aller se renseigner, lire des livres, regarder aussi sur typiquement bah, des sites internet, des pages Instagram. Et comme la nôtre, typiquement, nous, à terme, peut-être que bah, on s'amènera à parler de l'histoire de l'huître, Mhm. raconter des histoires sur les huîtres, mettre en avant les différentes huîtres, mettre en avant les différentes manières d'ostréiculture. Donc après, derrière, nous aussi, on a un but aussi là-dessus, d'essayer de présenter vraiment le produit pour que les gens puissent le connaître, puissent en parler, parce que c'est quand même un produit qui est assez représentatif de la France. Et c'est assez important pour nous de défendre ces côtés-là. Et nous y reviendrons. Mais alors, avant de rentrer dans ces considérations, peut-être revenons à la base du coquillage. Quelle différence y a-t-il entre une huître produite dans le Morbihan et une huître produite dans le bassin d'Arcachon pour saluer notre ami Henri Nicolas présent sur ce plateau? Ah, déjà, premièrement, comme vous dites, dans le Morbihan et le bassin, c'est pas les mêmes mers ni océans. Enfin, c'est pas le même océan. Mhm. Il y a les taux de salinité qui sont différents, des taux de plancton qui sont différents, et du coup, les huîtres prennent des goûts différents. Il y a des modes d'affinage, parfois qui sont un peu plus longs dans certains terroirs, parfois un peu plus courts. Pareil, il y a des méthodes d'élevage aussi qui sont différentes. Par exemple, sur la côte ouest, on a tendance à avoir des élevages en sac, Mhm. en poche. Dans la Méditerranée, c'est des élevages à la corde. Et parce que, par exemple, il n'y a pas de marée, donc ils ne peuvent D'accord. pas bénéficier de la marée. Et donc, ils doivent pouvoir relever les cordes pour les sortir de l'eau de temps en temps, etc. Donc, il y a aussi toutes ces techniques qui diffèrent selon les terroirs. Donc, forcément, l'huître prend un goût différent. Enfin, c'est un peu comme tout, comme le vin d'ailleurs, Mhm. où la terre n'est pas la même partout. Bah, la mer n'est pas la même partout. Et ça joue sur le goût de l'huître, sur sa forme, sur sa taille. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de produits de terroir. Mhm. Et qu'il y a des appellations, que ce soit les huîtres de Charente-Maritime, que ce soit les huîtres du bassin d'Arcachon, les huîtres de l'étang de Thau, ou les huîtres d'Isigny en Normandie ou du Morbihan.
D'accord. Et donc, on entend parfois parler de fines de Clerc, de numéro 3. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur toutes ces appellations? Alors, premièrement, les numéros correspondent au calibre, généralement. La taille, donc. La taille des huîtres, oui, Mhm. tout à fait. Plus le numéro est bas, plus l'huître va être grosse. Donc, généralement, les plus consommés en France, c'est les numéros 2 ou les numéros 3. Les numéros 2 correspondent à un calibre quand même qui commence déjà à être assez conséquent. Les numéros 3, on va dire, c'est les tailles moyennes. Et après, généralement, on en trouve de temps en temps des huîtres qui sont numéro 5. C'est vraiment des petites huîtres. Mais c'est assez rare. Et encore plus rare, on trouve des huîtres double zéro, qui sont des huîtres énormes. Même moi, je suis pas amateur de, je suis pas amateur de ce type d'huîtres. Faut les couper, elles sont mieux chaudes cuites et coupées que crues à gober. C'est un peu compliqué. Ça devient une affaire de boucher dans ce cas-là. Exactement. Donc voilà, j'ai l'impression que les gens recherchent plutôt une certaine forme de délicatesse dans ce mets. Et alors pour parler plus proprement parler de la production, on parle même d'élevage de ce coquillage. Y a-t-il une saisonnalité importante? Parce qu'on parle parfois d'huîtres laiteuses. Pouvez-vous nous en dire plus? Au fil de l'année, y a-t-il Alors, des il y moments a privilégiés? des anecdotes sympathiques d'ailleurs sur la saison des huîtres, Mhm. mais dont on parlera sans doute sur notre compte Instagram. Généralement, on dit que les huîtres, on les mange dans les mois en R. Donc, c'est-à-dire plutôt à partir de l'automne jusqu'à la fin du printemps. Pourquoi on dit ça, ça remonte à longtemps, c'est qu'avant, on n'avait pas de moyens de conservation des huîtres et que les mois d'été sont des mois plus chauds, donc les huîtres pourrissent plus vite. Et à Paris, notamment à la cour du roi, où ils étaient très friands d'huîtres, les huîtres l'été arrivaient immangeables. Oui. Donc on avait interdit la consommation des huîtres l'été. Mais aujourd'hui, où les moyens de conservation sont beaucoup plus développés, il n'y a aucune raison de ne pas manger d'huîtres l'été. Et en plus de ça, ce qu'on appelle les huîtres laiteuses, c'est des huîtres qui en fait se reproduisent. C'est la saison de l'été, c'est la saison la reproduction des huîtres. Et effectivement, il y a des gens qui n'aiment pas avoir cette texture, parfois un peu de lait en même temps de manger l'huître. Et en fait, c'est juste de la semence d'huître. C'est vraiment une question de texture plus que de goût. Et donc, des gens disent qu'il ne faut pas manger d'huître en été à cause de ça. Et en plus de ça, aujourd'hui, il y a des huîtres qui sont modifiées génétiquement, qui du coup ne produisent pas du tout de semences. Et d'ailleurs, c'est la plupart des huîtres, entre guillemets, connues En France? en France sont modifiées génétiquement et du coup ne produisent pas de lait. Et l'été, elles sont tout aussi consommables et ressemblent aux mêmes huîtres que l'hiver, quoi. Donc, il y a eu des saisons par le passé pour des raisons hygiéniques. Et aujourd'hui, il y en a pour des raisons, on va dire, gustatives. Mais il n'y a pas de réelle saison pour les huîtres. Et d'ailleurs, c'est plus sympa, je trouve, de manger des huîtres l'été au bord de la mer avec un peu de vin blanc quand il fait beau et chaud que l'hiver sur une terrasse où il fait froid. Mais après, ça, c'est mes goûts personnels. Et alors, combien d'années faut-il pour qu'une huître soit apte à être consommée? Une huître, en règle générale, ça met quelques mois avant de pouvoir être récupérée par les ostréiculteurs. Et ensuite, derrière, après, elle passe, ils les nettoient, les huîtres. Et ensuite, après les avoir nettoyées, ils peuvent les mettre en vente. Mais ça met au début quelques mois avant d'être, de pouvoir être dégusté. D'accord. Et alors, donc, les ostréiculteurs sont souvent implantés aussi dans des géographies particulières, des estuaires, des baies, parfois dans des rivières à moitié salées. Est-ce que l'eau douce a un rôle également dans le cycle de l'huître? Non, mais en fait, l'huître, en plus, qui est un produit iodé, et justement qu'on apprécie d'ailleurs pour son goût iodé, c'est essentiellement dans des bassins marins ou des océans ou des mers. Et ce qui lui permet de lui donner son goût très caractéristique, pardon.
et aussi qui permet de lui donner son alimentation. Les huîtres se nourrissent essentiellement de plancton qu'on retrouve justement dans les bassins salés. Et donc, c'est essentiellement dans ces endroits-là. Il y a très peu d'huîtres dans des bassins peu salés d'ailleurs. Euh, donc, voilà. Et alors, quelques mots sur le marché de l'huître en France. L'ostréiculture est-elle une spécificité française ? Alors, non. Non, on en trouve dans de nombreux endroits. D'ailleurs, les plus gros producteurs d'huîtres sont en Asie, notamment au Japon, où ils en consomment énormément. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'eux les consomment justement plutôt grosses et plutôt chaudes. Mais il y en a partout. Et même pour vous dire, je ne citerai pas les noms, mais beaucoup de marques françaises d'huîtres qui sont très connues, en plus, qu'on retrouve dans tous les plus grands restaurants, font élever leurs huîtres au moins pendant 1 ou 2 ans dans des pays étrangers, notamment au Portugal, et après finit juste l'affinage en France pendant 8 mois. D'accord. Donc on les retrouve vraiment partout, et d'ailleurs les huîtres françaises qu'on consomme aujourd'hui ne sont plus d'origine française. Elles sont de souche japonaise depuis les années 50-60 à peu près. La race, exactement. Si je dis La race est une race d'huîtres japonaise. Et les dernières huîtres françaises qu'on trouve, c'est notamment les huîtres belons, qui sont des huîtres plates, qui sont un peu plus difficiles à consommer, je trouve, parce qu'elles sont un peu croquantes. Déjà, elles sont plus rares, mais elles sont un peu croquantes. La texture est encore plus particulière que les huîtres qu'on a l'habitude de consommer. Et donc, non, les huîtres n'est pas du tout une spécificité française. Mais en France, on a su en faire un produit de consommation, entre guillemets, une culture banale et plus culturelle. D'accord. Et alors, quelles difficultés rencontrent aujourd'hui les ostréiculteurs ? Est-ce qu'il y a des questions de concurrence déloyale, comme ce qu'on pourrait connaître avec le miel notamment, ou des questions de prédation peut-être de certains poissons sur les huîtres ? Non, pas particulièrement, parce que les huîtres, comme on le sait tous, elles sont dans un coquillage, donc en fait, par rapport aux poissons, elles sont protégées, en fait, on va dire. Et sur le côté de la concurrence, on n'a pas réellement de concurrence sur les huîtres, parce que quand on regarde typiquement un plateau d'huîtres, on a généralement différents coquillages qui sont dans le plateau. Du coup, on arrive à assembler en fait tout ensemble pour pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant gustativement. Et non, il n'y a pas forcément de concurrence. En France, on produit 90% des huîtres du continent européen. Donc là-dessus, on n'a pas forcément de problème. Et après, derrière, non, c'est quand même le coquillage, on va dire, le plus intéressant et qui se mange le plus en France, derrière avec le bulot, par exemple. Mais non, il n'y a pas forcément de concurrence vis-à-vis de n'importe quel produit, notamment de la mer. D'accord. Et alors, donc, avec quoi marier l'huître ? On pense souvent au traditionnel vin blanc, au pain de seigle. Donc, finalement, manger l'huître crue semble la manière assez classique. On peut aussi la cuisiner. Bien sûr, on peut la cuisiner, que ce soit à la plancha, au four, gratinée. Gratinée, ouais. C'est tout ça. D'ailleurs, la manière dont les gens la cuisinent le plus en France, c'est gratinée au four. Mais c'est vrai que les gens les consomment essentiellement crus, que ce soit même parfois en tartare. Il y a des recettes de tartare d'huîtres et bavettes qui sont vraiment très bons. Et avec quoi les accompagner comme vous dites, oui, généralement du vin blanc. Beaucoup le font au champagne aussi. D'accord. Beaucoup le font au champagne. Mais moi, j'irais même plus loin pour avoir déjà goûté et essayé, même des gens qui m'ont fait essayer, avec du gin également. D'accord. Même un peu de gin déposé sur l'huître au lieu du citron. Ça lui confère un goût vraiment très intéressant. Surtout avec des gins français et des gins notamment du bassin d'Arcachon, la Citadelle, pour pas citer la marque, et qui sont des jeans un peu, je sais pas, je saurais pas trop dire pourquoi, je suis pas du tout un expert en jeans, mais qui ont des goûts un peu iodés, donc qui se marient très bien avec l'huître. D'accord. Et donc, est-ce que c'est finalement les chasseurs d'huîtres, le club des chasseurs d'huîtres que vous représentez, voudrait à terme également créer une sorte d'accompagnement gastronomique, conseiller des vins, des associations particulières À terme, ça peut être intéressant. Moi, je travaille dans le vin, par exemple. Donc, ça peut être intéressant derrière d'aller en fonction de l'huître, en fonction de comment elle est, en fonction de la taille de l'huître, en fonction de si elle est laiteuse ou pas,
aller proposer un vin qui va pouvoir se déguster parfaitement avec l'huître, trouver un accord mets-vin qui va correspondre un peu à tout le monde. Donc après, ça va dépendre. On va être plus sur des vins qui vont avoir un côté assez minéral, justement pour un peu effacer un peu le côté iodé, mais enfin plutôt légaliser en fait pour pouvoir avoir le côté parfaitement équitable. On peut avoir aussi également des vins un peu plus fruités, justement pour ajouter ces notes de fruits, du fruit blanc notamment. Sur l'huître, ça peut être très bien. Et après, à terme, l'objectif derrière, ça peut être de trouver des accords super sympas avec les huîtres. Donc, on en parle, on en réfléchira. Et puis après, derrière, sur le vin, c'est quand même la boisson qui va le mieux, on va dire, avec l'huître. Enfin, on voit rarement des gens qui boivent un verre d'eau avec une huître. Oui. On est plus sur le vin. Donc après, derrière, aller trouver les meilleurs vins possibles qui vont pouvoir correspondre avec les huîtres pour pouvoir passer le meilleur moment possible lors de la dégustation. Et ça doit aussi, j'imagine, dépendre du type d'huître. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Finis Leclerc, de Belon. Quelle autre appellation on retrouve dans les huîtres? Alors, il y a les. Alors, pour moi, c'est d'ailleurs plutôt les huîtres que j'apprécie, c'est les huîtres spéciales, donc qui sont affinées plus longtemps que les fines de Clair, par exemple. Il y a les fines de Clair vertes, mais qu'on trouve seulement du côté de Marennes-d'Oléron. D'accord. Parce qu'il y a un type de plancton qui finalement leur donne cette couleur verte émeraude. Oui, tout à fait. D'accord. Au niveau de la chair. Alors je suis pas un expert de l'anatomie d'une huître, donc je ne saurais pas dire si c'est au niveau des branchies, de son estomac ou de je ne sais quelle partie de l'huître. Mais en tout cas, ça se remarque très facilement au moment où on va déguster l'huître. Il y a une forme de liseré vert autour de l'huître qui est très caractéristique. Au niveau du goût, généralement, elles sont très iodées. Elles sont un peu plus iodées, je trouve, que le reste des huîtres. Et les spéciales, comme je disais, que j'affectionne, ont beaucoup plus de mâche, vont avoir une chair, on va dire, plus charnue, plus nacrée. De toute façon, on va les voir, ça se voit à chaque fois qu'elles sont ouvertes. Elles sont assez bombées au niveau du corps de l'huître et très nacrées. Donc, on a l'impression d'avoir une huître blanche. Et c'est des huîtres vraiment qui ont énormément de mâche et qui sont moins iodées. Et on a tendance à dire qu'elles ont un goût noisette en fond de bouche. Et voilà, c'est des huîtres généralement un peu plus, qui ont été élevées un peu plus longtemps, qui sont un peu plus chères aussi. Mais tout le monde n'aime pas. D'accord. Moi, je connais plein de personnes qui me disent les huîtres spéciales, j'arrive pas à les manger, c'est trop charnu, le goût, j'aime pas, etc. Donc dans les huîtres, c'est une chance aussi, c'est qu'il y a de tout pour tout le monde. Il y a les gens qui aiment les choses un peu moins charnues, avec un peu moins de mâche, vont très bien se retrouver dans les fines de Clair qui, effectivement, se mangent beaucoup plus rapidement et ont un goût beaucoup plus iodé. Les gens qui aiment moins le goût très iodé, donc entre guillemets salé, vont très bien se retrouver dans les huîtres spéciales, et ceux qui aiment la mâche également. Donc il y a vraiment de tout pour tout le monde. D'accord. Et donc, le monde de l'huître est assez vaste pour plaire à tout le monde. Et est-ce qu'il est possible de faire de la grande consommation quand on fait de l'ostréiculture? Est-ce que c'est un mode opératoire qui est finalement lié à l'artisanat ou qui peut basculer dans une forme de grande consommation? On a vu qu'il pouvait y avoir des tendances mondialistes. Finalement, il y a de tout. Il y a de tout. Justement, je prenais l'exemple tout à l'heure je vais pas citer leur nom parce qu'en plus c'est une maison que j'aime bien, leurs huîtres sont bonnes, mais leurs pratiques sont un peu particulières. Et justement, cette maison dont je parlais, qui élève ses huîtres, qui préélève ses huîtres à l'étranger et les affine en France, comme ils ont plein de parcs ostréicoles différents, que ce soit au Portugal, ils en ont même certains en Écosse. D'accord. Ça leur permet d'avoir un nombre d'huîtres très conséquent. Eux, ils ne font que les affiner, et ça leur permet de vendre des tonnes d'huîtres à l'année. Je ne saurais pas dire combien exactement, mais ils en ont énormément tout le temps à l'année. Ils fournissent à tous les plus gros restaurants, pareil, tout le temps à l'année. On les retrouve partout. Et c'est dû à cette méthode de grande consommation, comme vous dites. Mais là, honnêtement, la plupart des ostréiculteurs en France, c'est des petits ostréiculteurs. Oui. Ils font leur élevage de A à Z chez eux. Et ils produisent pas énormément. Et en plus, malheureusement, il y a des contraintes écologiques, notamment
plus en plus qui les contraignent à produire peu et qui les empêchent de vendre parfois pendant 2-3 mois, ce qui fait des petites productions. Alors oui, justement, est-ce que quand on est ostréiculteur, on est dépendant des marées, peut-être de la qualité de l'eau, de la température? J'imagine que tous ces facteurs influent sur la qualité de la production. Est-ce que vous avez remarqué des tendances dans les dernières années sur la production d'huîtres? Alors, la dernière, on va dire, crise de l'huître, ce qui avait fait beaucoup parler, c'était l'hiver dernier, où les huîtres avaient été interdites à la vente pendant 3 ou 4 mois sur le bassin d'Arcachon et en Normandie à cause d'un virus dû aux déchets finalement qui sont rejetés dans la mer et qui, au moment des marées et des vents, reviennent finalement au niveau des bassins. Donc il y a vraiment un effet... l'huître dépend beaucoup de son environnement et de l'écologie, puisque pareil, les marées finalement affinent les huîtres et leur permettent de grossir et de se nourrir. Donc l'huître, il y a un enjeu assez écologique finalement sur les huîtres, que ça soit au niveau des déchets marins, que ça soit au niveau de la chaleur. Effectivement, un bassin trop chaud, les huîtres n'arriveront pas à se développer. Donc il y a vraiment ces enjeux-là aussi dessus. Et alors pour revenir au club des chasseurs d'huîtres, vous proposez des formes de rassemblement, des rendez-vous de bons vivants, si j'ose dire. Alors comment tout cela se passe-t-il? Alors déjà, on est en train de préparer le premier événement d'ailleurs qui se fera la semaine prochaine, jeudi prochain, le 24 octobre. Déjà là, pour commencer, comme c'est le lancement, on va vraiment commencer par présenter l'association, mettre en avant nous, nos idées et tout ce qu'on veut parler avec, tout ce dont on veut parler avec l'association. Et puis après, mettre en place une dégustation d'huîtres avec du vin blanc. Directement au bar El Concha. Donc derrière, après, ça va être de vraiment présenter l'association, montrer qui on est, pourquoi on est là, et ce pourquoi on parle des huîtres, en fait, précisément, parce que c'est quand même le sujet le plus important. Et puis après, se retrouver entre nous, autour de personnes qui sont amateurs d'huîtres, de fruits de mer en règle générale, de vin blanc, comme ça se fait beaucoup à l'heure actuelle. Notamment avec les grands banquets qu'on voit, par exemple avec le Canon Français, qui organise des grands banquets autour de bons produits, généralement avec du cochon. Donc nous, ça va être vraiment mettre ça en avant, mettre le produit en avant, parler des producteurs aussi également, qui à terme, on aimerait bien aller visiter, nous, des centres ostréicoles, pour parler avec eux de leur passion, parler de leurs produits, parler de leur élevage en règle générale. Et puis après, mettre en avant vraiment leur élevage et pour pouvoir derrière les aider, en fait, on va dire. Oui, vous répondez finalement à un appel de la jeunesse, un retour finalement, en ce moment on s'aperçoit de ce retour à des pratiques gastronomiques traditionnelles, un retour des banquets, des gueuletons, des ripailles, et donc ça concerne aussi les produits de la mer. C'est une belle chose qui arrive à notre monde gastronomique. Donc, vous commencez par des épisodes parisiens. Où peut-on vous retrouver le 24 octobre prochain? Alors, le 24 octobre prochain, nous faisons notre premier événement à la Concha. C'est au niveau du Trinquet Village, dans le 16e arrondissement de Paris. Donc, pour des questions d'organisation... On préfère que les gens, c'est obligatoire de s'inscrire avant l'événement, et on peut retrouver le lien d'inscription sur notre page Instagram, les clubs des chasseurs d'huîtres, ou sur Facebook, qui également porte le même nom. Voilà, donc on peut vous retrouver sur ces réseaux sociaux. Vous allez bientôt avoir un site internet, je crois. Oui, tout à fait. Bientôt, normalement, le site devrait être prêt pour le 24 octobre, justement pour le lancement, et le site internet permettra notamment de voir les informations sur notre club, de voir les différents événements qu'on proposera, et bien sûr d'adhérer au club, parce qu'on proposera des adhésions qui permettra à chacun d'avoir des événements réservés aux adhérents, ou même à terme de faire des excursions chez certains ostréiculteurs pour visiter des parcs à huîtres. D'accord, donc nos auditeurs pourront se joindre gaiement à votre banquet. Et avec plaisir.
Un grand merci Enguerrand et Mathieu pour votre présence ce soir dans le Libre Journal des Artisans. Donc je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent vous retrouver sur les réseaux et prochainement sur votre site internet. Et merci beaucoup pour votre invitation. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Nous vous proposons une pause musicale qui vous mettra dans le bain de l'entretien de ce milieu d'émission avec Pierre Bexon, qui vous rappellera sûrement quelques-unes des veillées au flambeau au cœur des bois. Radio Courtoisie, toutes les droites, tous les talents. Voilà le très beau chant de la promesse, chanté par tous les scouts ayant prêté serment devant leur troupe, mais surtout devant Dieu, de servir et de maintenir cet engagement toute leur vie. Une belle entrée en matière pour notre invité, Pierre Bexon, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Vous êtes scout d'Europe et vous Yes. venez nous parler de votre engagement et des défis qui animent cet engagement. Donc merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Vous êtes chef de patrouille et scout. Pouvez-vous nous en dire plus à quoi tout cela, toutes ces appellations correspondent-elles? Alors déjà, les scouts, c'est à peu près des jeunes garçons de 11-17 ans, Mhm. donc qui se motivent pour aller vivre de belles expériences et surtout grandir dans tous les domaines. Et donc en tant que chef de patrouille, moi je dirige en ce moment donc 6 scouts. Donc on est une patrouille de 7. Donc la patrouille, c'est l'unité de base du scoutisme. Et donc c'est avec cette patrouille qu'on fait toutes nos activités. Et donc en tant que chef de patrouille, je suis responsable de mes gars, je dois les faire progresser et leur faire passer de bons moments. Et donc la patrouille, si je comprends bien, c'est la plus petite structure de cette grande organisation. Et qu'est-ce qu'on retrouve après en termes d'échelon, d'unité? Ouais, du coup, la patrouille, c'est vraiment la structure de base du Mhm. scoutisme.
Et après, donc, plusieurs patrouilles forment une troupe donc, qui a toutes ces traditions et tout. Et donc, après, donc, plusieurs troupes et plusieurs compagnies. Donc, ça, c'est pour les guides. Donc les femmes, les filles, Voilà, les c'est jeunes ça. filles. Donc, tout ça, ça peut former des groupes donc, dans chaque ville. On peut retrouver des groupes comme ça. Rattachées à une paroisse, à une ville. Rattachés, voilà, c'est ça. Mhm. Et donc, après, encore plus gros, on retrouve le district, puis la province, etc. Et comme on est scout d'Europe, ça va jusqu'à plusieurs pays en Europe. Et même, je crois qu'il y a quelques troupes au Canada. D'accord, donc voilà, vous êtes scout d'Europe, vous venez de le dire. Donc c'est un mouvement assez conséquent. Qu'est-ce qui diffère d'autres mouvements? On entend parfois parler de scouts protestants, scouts de France. Vous connaissez globalement les tendances qu'est-ce qui Ouais, définit les scouts alors, d'Europe? les scouts d'Europe, déjà, c'est en Europe principalement. Mhm. Donc, et depuis le Percevin, c'est vraiment un mouvement catholique, Mhm. donc fondé sur le catholicisme, qui est un des piliers du scoutisme européen. Et aussi, quand on est scout d'Europe, c'est bien quelque chose de. Dans une troupe, il n'y a que des garçons. On retrouve les compagnies, enfin, il y a vraiment. Les garçons et filles sont séparés. C'est un mouvement non mixte. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, ce qui permet d'avoir une vraie cohésion entre gars. Voilà, donc oui, basé sur l'apprentissage des jeunes hommes d'un côté et des jeunes filles de l'autre, avec comme centralité le catholicisme pour les scouts d'Europe. Alors, quel a été votre parcours, si j'ose dire, au sein des scouts d'Europe? Comment devient-on scout? Alors, du coup, moi, j'ai été inscrit par mes parents. Mhm. Tout d'abord, la base du scoutisme, enfin, le début, c'est aux alentours de 7-8 ans. Je me suis lancé dans les louveteaux. Donc, c'est des jeunes garçons de 7-8 ans jusqu'à 11 ans, quoi, qui sont encadrés par des jeunes étudiants et donc qui vivent des petites aventures, des petits jeux et tout. Donc, on leur apprend les bases du scoutisme, par exemple des nœuds, des trucs basiques. Et donc, j'ai fait 4 ans de louvetisme. Après, je suis rentré à la troupe et ça fait 4 ans que je suis à la troupe. Et donc, c'est à partir de là vraiment que c'est un engagement personnel. Parce que avant, au louveteau, c'était plutôt les parents qui me poussaient. Et maintenant, les scouts, c'est vraiment moi qui ai envie. Mhm. Et qui chaque week-end, quand il faut, prépare mon sac, etc. Et alors, les scouts d'Europe font partie des trois principaux mouvements catholiques de France, mouvement scout. Quelle est la place de la foi dans le scoutisme? Alors, à la fois, c'est vraiment la base, en quelque sorte. Parce que lors de notre promesse, donc au bout d'un an de scoutisme, on, on, on fait une promesse de servir Dieu toute notre vie. Et donc ça passe par aller à la messe, par faire des prières au début, à la fin de notre week-end, le chapelet tous les jours, etc. Et donc vraiment c'est c'est Dieu rythme nos activités par les prières qu'on peut faire en patrouille ou en troupe. Et alors, quelle est la journée ou le week-end ou le camp type d'un scout? Alors, je vois que vous êtes venu avec un très bel uniforme, des insignes bien cousus. Déjà, quelques mots, tout le monde est en uniforme à la troupe ou dans la patrouille? Oui, ça, alors l'uniforme, c'est vraiment c'est ce qui nous rassemble en quelque sorte. Parce qu'on a tous le même, à part les badges ou les trucs comme ça qu'on a plus personnellement. Mais oui, du coup, quand on arrive à une activité, on est en uniforme. Et quand on en repart, on est en uniforme. L'uniforme sert pour la messe, etc. Et après, plus pendant les activités, on se met plutôt en tenue de camp. Donc on appelle ça en gros, c'est un t-shirt et un short, quoi. Mhm. Et donc là, c'est plus pour les activités, pour ne pas salir notre uniforme, qui reste quand même quelque chose
de plutôt propre à garder propre pour, par exemple, quand on est à la messe, pour rester propre et pouvoir servir à Dieu Dignement. dignement. Voilà. Et alors justement, que fait-on? Quelles sont ces activités que vous faites en camp, par exemple? Alors, tout au long de l'année, on fait soit les sorties, soit des week-ends qui préparent le camp d'été. Et donc, pendant les week-ends, on va développer des techniques, les techniques scouts, Mhm. et pour après être apte à faire notre camp et à gagner le camp si on peut. Donc vraiment, c'est une progression tout au long de l'année, en patrouille principalement, même si on a quelques week-ends de troupes, donc avec plusieurs patrouilles. Et donc c'est une progression qui nous amène au camp pour être apte à répondre aux attentes des chefs qui nous encadrent. Donc une progression dans un univers de jeu, mais qui est finalement assez sérieuse, puisque vous progressez réellement personnellement dans votre foi et dans votre manière d'être un jeune homme. Euh, et alors, vous vous êtes lancé justement récemment, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, un défi Raider. Dans votre progression, en quoi cela consiste-t-il? Alors le défi Raider, bon après c'est plutôt quelque chose de personnel, c'est-à-dire que pour moi c'est vraiment un accomplissement de mes 4 années de scoutisme, enfin à la troupe quoi. Et donc c'est vraiment le summum de ce qu'on peut faire à la troupe. Et donc pour moi c'est vraiment progresser toujours. Et comme ça, je peux ensuite demander à mes gars de progresser. Et j'ai une certaine légitimité à demander ça parce que moi aussi je me fixe des objectifs pour progresser. Et donc le défi Raider c'est tant du point de vue missionnaire que du point de vue technique, donc avec des raids ou des défis plus sportifs. Parce que le sport chez les scouts, c'est vraiment important. Mhm. Garder une bonne condition physique. Pouvoir amener des personnes au catholicisme, ça c'est le défi mission. Donc pour ma part, je suis servant d'hôtel, du coup, c'est vraiment un aspect qui pousse les gens à la prière. Et donc, bah, je suis ici pour le défi intervention. Donc, mon but, c'est de ramener un maximum de personnes à, à rentrer dans le scoutisme et à faire partie de ce beau mouvement. Et alors, vous parliez de techniques. Pouvez-vous nous en dire plus, de techniques scout à développer? Mais alors, les techniques, c'est assez simple. Donc, j'ai parlé du raid. C'est Mhm. vraiment des techniques d'exploration, De la marche, de la marche, des azimuts, de la carte. l'orientation. Voilà, l'orientation, Mhm. pour pouvoir savoir se débrouiller seul, en fait. C'est un peu ça, le but de toutes les techniques, c'est pouvoir se débrouiller en forêt. Donc on a aussi le froissartage qui nous permet de construire des choses en bois. Les techniques de jeu, parce que le jeu est très important pour le scoutisme, enfin dans le scoutisme, et c'est la base du camp. Parce qu'au camp, on joue pour après essayer de gagner le camp. Et finalement, il y a un lien tout fait avec l'artisanat, puisque vous êtes dans quelque chose de très concret dans la nature, et vous fabriquez de vos mains. Quelle technique de construction, par exemple, retrouve-t-on euh, quand on est scout? On manie beaucoup le bois, les outils. Oui, oui, ça, bah, on a donc chaque patrouille a différents outils, comme des scies, des hachettes, etc., pour pouvoir construire. Donc après, on utilise un peu des méthodes d'ébénistes ou des trucs comme ça. C'est-à-dire Mhm. qu'on fait des tenons, des mi-bois, des trous pour ensuite pouvoir assembler tout ça et créer vraiment un coin de patrouille. Donc avec tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre, une tente surélevée, donc pour dormir au confort, une table à feu pour faire notre feu, un vaisselier, etc. Donc vraiment pouvoir se créer dans une forêt vraiment un espace habitable, juste grâce à des techniques basiques, mais qui demandent de l'entraînement. C'est notamment ça dont je parlais Mhm. pour les Durant week-ends. l'année, Voilà, durant l'année, on d'accord. prépare sur. Et alors, comment un jeune récemment louveteau de 11-12 ans qui monte à la troupe apprend-il à manier une scie, un ciseau à bois, une tarière? Bah alors ça, c'est vraiment bah, mon rôle, par exemple. Mhm. C'est d'apprendre aux plus jeunes
à manier tous ces outils, parce que ça peut faire peur au louveteau, on n'utilise pas du tout ça. Et donc, chaque week-end, notamment le dernier week-end que j'ai fait là, j'ai appris aux plus jeunes à faire des tenons, donc je leur montre. Et puis après, essayent de reproduire. Ça met un peu de temps parce qu'on n'a pas la même force physique, etc. Mais c'est vraiment le but du scouting, c'est de transmettre tout ce qu'on a appris. Donc moi, j'ai eu des plus grands qui m'ont appris à toutes ces techniques. Et maintenant, c'est mon rôle de leur transmettre en leur montrant l'exemple et en les aidant à le reproduire. La patrouille est une fratrie. En fait. Les Voilà, plus grands ça. apprennent aux plus petits. Et alors, pensez-vous que le scoutisme est une activité nécessaire au développement des jeunes garçons? Ça semble assez contraignant finalement de devoir passer ses week-ends en forêt, par mauvais temps parfois, même souvent, alors que le confort moderne du monde nous tend les bras. Oui, le scoutisme, pour moi, c'est vraiment hyper important parce que ça nous apprend vraiment les bases de la vie. Par exemple, l'organisation, il faut organiser un week-end. L'orientation, c'est quand même assez important, savoir suivre une carte. Mais aussi tout ce qui est prendre des responsabilités. Parce que chaque garçon dans la patrouille a un poste d'action donc qui lui confère une certaine responsabilité dans une technique. Donc, par exemple, l'explorateur, etc. Et donc, vraiment, le scoutisme donne à chacun la possibilité de progresser dans tout. Et surtout spirituellement, c'est vraiment un atout pour tout. Merci beaucoup Pierre d'être venu nous parler de votre bel engagement. Peut-être quelques mots avant de conclure, aussi bien pour les jeunes gens qui nous écoutent que les parents qui songeraient à inscrire leurs enfants au scout. Pourquoi se lancer dans l'aventure scout? Pour moi, c'est vraiment sortir de son coffre, certes, mais pour vivre des aventures folles, des aventures qu'on peut retrouver dans des romans, etc. Mhm. Et pouvoir partager des moments très forts avec des gens au départ qu'on connaît pas, mais au final qui deviennent des amis, on tisse des amitiés très fortes comme ça. Et ça permet vraiment de vivre des aventures folles et d'avoir après une expérience très importante. On sort de là vraiment grandi, tant spirituellement que physiquement et avec toutes les techniques. Et c'est vraiment, c'est vraiment un beau mouvement qu'il faut perpétuer. L'aventure en somme. Un Voilà. très grand merci, cher Pierre, de nous Merci à partager vous. ces valeurs qui vous animent. On peut espérer que le scoutisme soit un vivier de futurs artisans qui œuvreront dans le monde de demain. Nous sommes donc avec Henri Nicolas et je vous propose une courte pause musicale avant de rejoindre les abeilles et leur précieux nectar. Radio Courtoisie, toutes les droites, tous les talents. Pour cette dernière partie, nous recevons Henri Nicolas, qui arrive tout juste des Landes, où il a établi son activité en reprenant la maison apicole de Lugos dans le bassin d'Arcachon. Comme évoqué en début d'émission, Henri est un habitué du Libre Journal des Artisans, puisque c'est son deuxième passage, mais je crois que notre invité a de nouveaux projets qui pourront intéresser nos auditeurs. Henri, si vous le voulez bien, repassons un petit peu sur votre parcours. Et déjà, bonsoir et merci de revenir dans ce studio pour nous parler de votre activité assez jeune d'apiculteur, puisque vous avez fondé la maison apicole de Lugos, plutôt repris, il y a 2 ans, alors que vous n'avez encore qu'une vingtaine d'années. Alors, première question, qu'est-ce qui motive un jeune homme à se lancer dans une telle aventure? Et je crois que vous n'étiez pas destiné à vous occuper de ruches. Alors déjà, bonsoir Alexandre, merci pour ton invitation. Et alors effectivement, je n'étais pas du tout destiné à devenir apiculteur à l'époque, puisque j'étais en prépa DCG à Paris. Donc DCG, c'est le diplôme d'expert comptable. C'était des études très longues et fastidieuses dans lesquelles je m'étais lancé. Et donc effectivement, j'en ai fait que 2 ans finalement pour me consacrer à 100% à l'apiculture, à la reprise de la mielerie de mon village familial, donc dans le sud-ouest. Donc effectivement, voilà, c'était une recherche, une recherche d'aventure avant tout. J'avais besoin un petit peu peut-être de renouveau, d'air frais aussi. Les études parisiennes me correspondaient pas beaucoup.
Et voilà, le grand air des Landes me va beaucoup mieux. Donc voilà, c'était surtout une recherche voilà, de changement, etc. avant tout. Et une opportunité aussi, puisque c'était une entreprise qui était voisine de la maison de vacances de mes parents, dans laquelle je passais beaucoup de temps déjà à l'époque. Une entreprise qui était censée être fermée et qui, voilà, enfin, qui malheureusement devait disparaître. Et donc voilà, c'était simplement une opportunité en fait plus qu'autre chose au tout départ. J'étais pas du tout destiné à faire ça effectivement. Donc un sacré changement avec un ancrage familial quand même assez Oui, important. oui, effectivement, oui. Et alors, comment se forme-t-on pour devenir apiculteur en France? Alors, il n'y a pas vraiment de formation à proprement dit académique. On va avoir beaucoup de formations très pratiques en fait. On va souvent, quand on veut devenir apiculteur, on va se tourner vers les syndicats apicoles qui sont très présents en France. Mhm. Et de manière générale, ceux-là vont nous tourner vers deux différents types de formations. Donc, on va avoir ce qu'on appelle les ruchers écoles et on va avoir simplement une exploitation apicole. Donc, la première, les ruchers écoles, c'est pas ce que j'ai choisi parce que j'aurais aimé avoir le temps, mais c'était tout bonnement impossible puisqu'il y avait une entreprise à faire reprendre. marcher. Mhm. Mais les ruchers écoles, c'est extrêmement répandu. C'est des formules dans lesquelles on va pouvoir, sur une saison, 2 saisons, se former auprès d'un apiculteur qui consacre en fait quasiment tous ses week-ends de l'année à ça. Donc il va recevoir tous les samedis de l'année un groupe d'élèves. C'est globalement des groupes de 5 à 10. Voilà, pour un peu leur expliquer toute la théorie, etc. Et ensuite, globalement, au bout d'un an ou deux, chaque élève pourra avoir ses propres ruches, tout ça. Donc voilà, il n'y a pas disons, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de BTS, il n'y a pas de CAP, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement terrain, d'extrêmement pratique en termes de formation. Et donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait, simplement en travaillant dans une entreprise avant de la racheter. J'ai appris comme ça sur le terrain, et puis encore une fois, on apprend tous les jours quand on est apiculteur, Hmm, encore aujourd'hui, et je pense jusqu'à mes 70-80 ans sûrement. j'imagine. Et alors, comment la maison apicole de Lugos tourne-t-elle? Travaillez-vous seul ou à plusieurs? Alors aujourd'hui, je suis tout seul sur l'activité. Je prends des saisonniers, comme beaucoup d'exploitations agricoles, en fait, de manière générale, pour m'aider sur la saison. Donc chez nous, la saison, ça va être à peu près 6 à 7 mois de l'année, de mars à octobre. De manière générale, moi, sur mon exploitation, j'avais tout l'été, enfin, sur ces 6 mois-là, environ à chaque fois 2 personnes pour m'accompagner. Donc là, j'ai la chance aujourd'hui que ce soit souvent de très bons amis qui ont le temps Mhm. simplement de venir m'aider, et ils découvrent aussi comme ça aussi un métier en fait finalement, c'est toujours intéressant pour eux. J'ai des cousins qui viennent m'aider puisque vu que c'est mon village familial, mes cousins sont mes Ça aide. voisins. Donc quand il y a besoin de donner un coup de main, il suffit de toquer chez le voisin et le cousin est là dans les 10 minutes. Donc voilà, globalement aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne. C'est amené à évoluer évidemment, puisqu'on ne peut jamais se débrouiller toujours tout seul. Donc là, pour la saison prochaine en tout cas, je compte toujours prendre des saisonniers, mais avoir quand même un salarié à temps plein pour s'occuper en fait de tout ce qui va être la partie très technique sur l'exploitation. Donc tout ce qu'on va avoir comme les préparations de commandes, les livraisons, etc. Et ensuite aussi le suivi de la ruche lors de la grosse période, donc l'été principalement. Et alors justement, rentrons dans des considérations un peu plus techniques. Euh, Ne serait-ce que pour l'implantation des ruches. J'imagine que vous ne placez pas les ruches juste autour des murs de la mielerie. Vous êtes sur un grand territoire. Comment sait-on où placer une ruche? Dans quel coin, dans quelle géographie s'inscrit-elle? Alors effectivement, d'ailleurs, j'ai 0 ruche sur mon terrain, j'en ai D'accord. aucune. Tout simplement parce que je suis au milieu de mon village et que ça risquerait d'embêter mes voisins. Non pas qu'ils n'aiment pas les abeilles, mais c'est toujours un petit peu délicat. Oui, on peut comprendre. Et en fait, voilà, mes ruches, je vais les déplacer tout au long de l'année. Donc en fait, la région dans laquelle je travaille est extrêmement vaste. Je peux faire jusqu'à 3 heures de route en fait pour aller chercher un emplacement précis, bien particulier, qui va me permettre de produire le miel que je souhaite. Donc par exemple, cette saison-là qui est en train de s'achever, j'ai été sur un cheptel d'environ 300 ruches qui sont réparties en fait en emplacement de 50 ruches. Donc D'accord. j'ai six groupes de ruches différents que je vais en fait un peu balader dans toute la région sud-ouest pour aller chercher
des variétés de miel différentes. Donc en fait, on va commencer par ce qui est les arbres fruitiers. Donc là, on va aller chercher surtout la frontière Land Lot-et-Garonne, puisque c'est une région extrêmement productrice en kiwi, pommier, etc. Ensuite, je peux bouger vers Mont-de-Marsan pour faire du miel d'acacia. Ensuite, sur l'océan, il y a différents miels qu'on peut faire, du miel de bruyère, etc. Et ensuite, l'endroit, la région dans laquelle je vais le plus loin, c'est en fait, je vais en Dordogne, quasiment jusqu'à Bergerac, pour aller faire le précieux miel de châtaignier, Mhm. qui est un petit peu un des produits phares en fait de la maison apicole depuis toujours en fait. Parce que voilà, c'est un produit sur lequel on a aujourd'hui beaucoup d'expérience, beaucoup de retours. Donc au fil des années, j'ai hérité moi de ce savoir-faire-là et j'ai hérité un petit peu des emplacements, on va dire, qui ont été voilà, bien choisis au fil des décennies, qui me permettent aujourd'hui de produire un miel de châtaignier extrêmement bon. D'accord, donc la saveur d'un miel, sa composition, dépend vraiment de l'emplacement des ruches, si je comprends bien. C'est exactement ça, ouais. C'est comme ça qu'on définit son goût. Tout à fait. Euh, et alors, finalement, comment se passe... Enfin, vous l'avez évoqué, vous passez beaucoup de temps en voiture dans vos journées. Mais une fois que vous avez prélevé le miel, que se passe-t-il? Alors en fait, il y a différentes phases dans la production. Si on veut prendre un regard très large, Mhm. on va commencer simplement par déjà la création de l'essaim. Mhm. Donc ce qu'on appelle l'essaim, c'est la reine d'une ruche entourée de ses abeilles. Chaque ruche a une reine? Effectivement, chaque ruche est en fait centralisée totalement autour d'une reine. Donc sans reine, la ruche n'existerait pas. Mhm. Elle est vouée à disparaître assez rapidement. Donc voilà, on commence toujours par un essaim dans une ruche. Ensuite, cette ruche-là va se développer, etc. La reine va s'installer, va pondre ses œufs dans ce qu'on appelle le corps de la ruche. Le nombre d'abeilles va évoluer, etc. au fil de la saison. On monte à peu près à 50-60 000 abeilles en très forte saison. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, on va déplacer la ruche à un endroit bien précis pour qu'elle récolte un miel bien précis. Et ensuite, à partir du moment où la floraison en fait, de la fleur recherchée est terminée, on va extraire le miel. Donc en fait, on va récolter simplement ce qu'on appelle les hausses, donc les parties hautes de la ruche dans lesquelles il y a le miel qu'on récolte. De cire? On va récolter la cire aussi. Oui. Effectivement, celle-là, on va la transformer, mais j'y reviendrai plus tard. Et donc voilà, on va récolter le miel, on va rapporter toutes ces hausses-là sur l'exploitation. On va les extraire dans notre atelier d'extraction directement chez nous. Et ensuite, ce miel-là, il est mis en fait en cuve, un petit peu à l'image du vin, sauf qu'on n'est pas sur des cuves en bois. C'est plus de la cuve inox d'ailleurs, comme le vin finalement. Il va rester en cuve quelques jours en fait pour une dernière étape de filtration naturelle. Donc ça peut aller suivant la La viscosité? viscosité du miel, ça peut être plus ou moins rapide. Donc par exemple, l'acacia qui est le miel le plus liquide, ça va très vite, mais des miels plus compliqués comme le châtaignier et la calune, ça peut mettre plutôt une semaine dans lequel en fait il ne faut surtout pas toucher, surtout pas déplacer ces fûts-là pour pas que le phénomène de filtration soit complètement raté et qu'on soit obligé de recommencer. Donc les cuves, dans le cas du miel, contrairement au vin, ne servent qu'à la filtration et il n'y a pas d'affinage du tout. Pas du tout. Puisque si je m'en réfère à mes connaissances, le miel n'a pas de péremption. Non, effectivement, le miel est un produit qui est consommable des dizaines d'années s'il a bien été conservé, des dizaines d'années après son extraction. Donc il n'y a pas de date en fait de consommation. Sur les pots, vous allez souvent en trouver une parce que c'est ce qu'on appelle. C'est l'équivalent pour le miel des numéros de lot, donc c'est juste pour la traçabilité. D'accord. On met globalement 2 ans, parce que de toute façon, souvent les miels sont consommés dans les 2 années. Oui. Voilà, c'est un produit qui part assez vite malgré tout. Donc voilà, non, c'est un miel qui n'a pas du tout de date de péremption. C'est un produit qui ne transmet pas les bactéries non plus. Donc en fait, c'est un produit qui est assez facile en fait à la conservation, à la transformation, etc. On n'a pas du tout plein de contraintes comme on peut avoir pour les produits laitiers, les œufs, etc. On n'a pas de chaîne du froid, on n'a pas de choses comme ça. Donc voilà, c'est un produit qui est assez facile, entre guillemets. Pratique. Pratique, c'est le terme. Alors pour revenir un petit peu aux questions d'implantation des ruches, on sait aujourd'hui l'importance qu'ont les abeilles dans le cycle de la pollinisation, de la création d'un fruit. Est-ce que vous travaillez
avec, vraiment de concert avec des agriculteurs pour implanter vos vignes, vos ruches dans des vignes, des vergers, ou est-ce que vraiment vous les implantez comme ça dans des endroits sans accord préalable? Alors en fait, on a un premier travail, ça va être le travail de recherche d'emplacement. Donc par exemple, moi je vais avoir en tête de produire un miel, disons un miel d'acacia. Donc je vais essayer d'un peu de me tourner vers les gens un peu de la région qui vont connaître un petit peu mieux les emplacements, etc. Eux vont conseiller. Là, je vais aller dans ce coin-là, je vais toquer à la porte des propriétaires simplement, leur demander si je peux mettre des ruches chez eux. De manière générale, ils acceptent tous évidemment avec grande joie de poser des ruches chez eux parce que moi, à la fin de la récolte, je viens leur porter 1 ou 2 cartons de miel, etc. Et ensuite, pour ce qui est des arbres fruitiers, là, c'est un tout autre domaine. En fait, c'est assez différent. C'est les arboriculteurs eux-mêmes qui nous contactent en fait pour mettre des ruches dans leur verger, Qui en ont besoin. qui en ont besoin en fait. Il y a extrêmement peu d'arboriculteurs qui se passent de ruches sur leur production. Donc moi d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ignorais totalement avant de me lancer dans cette aventure. J'ai appris ça comme ça, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, voilà, c'est un phénomène qui est encore assez peu répandu, la professionnalisation de la pollinisation, entre guillemets. Mais c'est quelque chose qui se fait pour le coup depuis la nuit des temps. Pas forcément avec des prestations, des contreparties financières, etc. Mais c'est quelque chose qui se met de plus en plus en place en France, et principalement d'ailleurs dans le sud-ouest. On est un petit peu les pionniers, entre guillemets, en la matière. Parce qu'on a une région extrêmement agricole aussi, tout ce qui est Lot-et-Garonne, etc. sont des producteurs de fruits et légumes extrêmement gigantesques. Et donc voilà, là, il y a un vivier très intéressant pour ce côté-là. Et donc moi, je tourne en fait mon activité aujourd'hui beaucoup vers cette prestation de pollinisation, puisqu'en fait, ça permet de un petit peu pallier les défauts, les problèmes qu'on peut avoir quand on va faire simplement du miel d'acacia, du miel de tournesol, etc. Puisque là, on est à peu près sûr, entre guillemets, bon, on n'est jamais sûr de rien, mais on est à peu près sûr de pouvoir sortir du miel, Ouais. puisque c'est des cultures qui sont toujours très bien maîtrisées par les producteurs. Très, très florifère. Exactement. Ouais. On va, par exemple, cette année, pour être très concret, j'ai loué une grosse partie de mon cheptel à un producteur de tournesol, ce qui m'a permis de faire en fait ma seule production de miel de l'année, D'accord. puisque le reste a totalement été impossible à cause du climat. Voilà, des On épisodes y de pluie. reviendra. On y reviendra évidemment. On y reviendra, mais alors justement sur cette question de la pollinisation, dans ce cas-là, vous produisez comme du miel ou c'est simplement un emplacement temporaire pour une pollinisation? En fait, on va quand même sortir du miel, on va quand même récolter du miel à ce moment-là, pas forcément en grosse quantité, et pas forcément du miel qu'on va réussir à vendre au meilleur prix, entre guillemets, puisque ça va être des miels de tournesol, du miel de colza, du miel de toute fleur printemps, on appelle ça, mais c'est pas vraiment juste. On va faire du miel de kiwi, du miel de pommier, etc. Mais c'est pas des miels qui vont être très nobles, entre guillemets. Donc on va les récolter, mais ceux-là vont souvent partir en fait en pâtisserie, en cuisine, etc. Donc on fait quand même de la production. On fait d'ailleurs des assez gros volumes assez facilement avec la pollinisation. Mais voilà, c'est pas du tout la même destination que les autres miels que je vais produire, qui sont pour le coup beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus recherchés. On va aller rechercher un petit peu chaque goût dans chaque terroir, alors que là, quand on fait la pollinisation, c'est beaucoup plus beaucoup plus classique en fait. Voilà, c'est vraiment du miel. On va poser nos ruches, on va récolter du miel, mais il n'y a pas du tout la même recherche que lorsqu'on va aller chercher le terrain parfait pour faire un miel d'acacia, un miel de calune, etc. Et alors, vous êtes également soumis à une saisonnalité assez importante. Il y a un cycle, si vous respectez le cycle des abeilles, que se passe-t-il en hiver pour les abeilles et pour vous, apiculteurs? Alors là, on y arrive bientôt, justement dans cette phase-là. En hiver, il ne se passe pas grand-chose. En fait, les abeilles sont... Normalement, les abeilles hivernent. Mais ces dernières années, avec les hivers qu'on connaît, Trop doux? beaucoup trop doux, les hivers qui n'existent absolument pas, en fait, les abeilles vont continuer à vivre en sorte un petit peu de léthargie, ce qui est en fait très néfaste d'ailleurs pour la vie de la ruche. Mais voilà, en temps normal, disons que pendant l'hiver, la ruche hiverne, donc elle a ses propres réserves de miel, elle va les consommer petit à petit, elle va les gérer comme il faut, etc. Et ensuite, nous, pour ce qui est du travail d'apiculteur, on a un gros travail sur justement l'hivernage.
Donc là, on rentre dedans totalement. Les prochaines semaines vont être consacrées à ça. C'est des semaines dans lesquelles on va leur donner les conditions les parfaites pour qu'elles puissent passer l'hiver au maximum. C'est-à-dire qu'on va aller gérer leur quantité de stock de miel, etc., de ressources. On va aller essayer de gérer un petit peu la ponte de la reine, voir un petit peu comment ça se passe, si le couvain est bien développé, etc. Pourquoi pas réduire la colonie. On va dire, en fait, on va retirer des cadres pour pas qu'elle se disperse trop et qu'elle attrape froid, etc. Plein de choses comme ça. Donc là, c'est vraiment une phase très cruciale, puisque en fait, la mortalité, la principale cause de mortalité des abeilles, c'est vraiment à ce moment-là qu'on la ressent. Mhm. C'est à l'hiver où globalement, on va perdre assez facilement, de manière assez malheureusement assez normale, on va perdre facilement 15-20% du cheptel en fait à l'hiver. Merci Henri Nicolas. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver vos produits sur votre site internet où vous partagez également des recettes, notamment des associations avec de mets avec le miel. L'occasion pour moi de vous demander, est-ce que vous faites des produits dérivés et est-ce que vous utilisez également les produits secondaires, entre guillemets, comme la cire, auquel on pourrait penser? Voilà. Alors effectivement, voilà, moi je vends mes produits sur mon site internet directement. Déjà, c'est important pour moi d'avoir ce circuit de vente en direct. Ça permet aux consommateurs de savoir, de savoir où est-ce qu'ils achètent leurs produits, de savoir d'où il vient, etc. Et donc voilà, moi, en termes de produits, aujourd'hui, je vais avoir déjà mes miels, on va dire, originels. Mm. Donc je vais avoir du miel d'acacia, du miel de châtaignier, un tout de fleur et un miel de calune, qui est un peu notre spécialité dans les Landes. Et ensuite, effectivement, j'ai développé ces derniers mois des produits dérivés. Donc j'en ai aujourd'hui deux et deux qui sont en préparation aussi. Donc aujourd'hui, je fais de la moutarde au miel et du caramel au miel. Donc en fait, c'est le fruit d'une association avec un collègue apiculteur en Dordogne, avec qui on travaille en lien étroit là-dessus, sur ses préparations de recettes, etc. Mhm. etc. Et voilà, je suis en création aujourd'hui aussi d'autres produits dérivés. On va être sur des pains d'épices, des bonbons au miel, pourquoi pas aussi des alcools à base de miel, etc. Voilà, on travaille là-dessus. Je verrai ce que ça donne dans les prochaines semaines. D'accord. Et alors, concernant justement le marché, l'authenticité des produits devient une denrée de plus en plus rare dans notre société moderne. Comment peut-on trouver un miel de qualité en grande surface? Alors c'est une question qui est très compliquée, puisqu'en fait, la traçabilité du miel est, d'un point de vue très neutre, impossible à éclaircir. C'est impossible de savoir, en ayant un pot de miel sans étiquette, sans rien, de savoir d'où il vient. On va pouvoir dire, voilà, ce miel-là a tant de châtaignier, tant de tournesol, etc. Mais on va jamais savoir d'où il vient. C'est Mhm. impossible, simplement avec une analyse comme ça. Donc pour trouver du bon miel, en fait, il y a pas 36 solutions. Il faut connaître l'apiculteur auquel on achète. Ou alors avoir une confiance aveugle en son épicier qui va le vendre. Épicier qui lui aussi aura une très grande confiance dans l'apiculteur, parce que en fait, c'est extrêmement facile de vendre du miel qui vient de l'autre bout du monde, du miel qui va être coupé avec du sirop, etc. Donc en fait, le miel de mauvaise qualité se retrouve à peu près partout. J'ai envie de dire dans tous les supermarchés, parce que ça, c'est un secret pour personne. Mhm. Et malheureusement aussi dans beaucoup en fait de restaurants, etc. Parce qu'il y a toujours la question tarifaire qui rentre en jeu. Donc pour trouver du bon miel, voilà, pour moi c'est ça. Il faut un peu se renseigner. Il y a des apiculteurs partout. Dans n'importe quel coin de France, il y aura des apiculteurs. Rien qu'à Lugo, on est plusieurs. Dans les villages autour, il y en a plusieurs aussi. Donc voilà, c'est un produit il faut pas lésiner sur le travail à faire pour sourcer du bon miel. En supermarché, il va exister, on peut trouver toujours du bon miel, ça existe. Il y a certains apiculteurs qui proposent ça très bien. Enfin, souvent, c'est des coopératives d'ailleurs qui vont faire ça, qui vont avoir fait elles-mêmes le sourcing, etc., auprès des apiculteurs de leur région. Donc, on va avoir en tête, comme ça, j'ai effectivement dans des supermarchés quelques idées comme ça de marques qui vont réussir à proposer un miel qui est de qualité, qui provient d'apiculteurs français, etc. Donc favoriser le circuit court finalement.
Effectivement, par voilà, rapport il y a- aux producteurs directement. il faut aussi avoir en tête que tous les produits ne s'achètent pas en supermarché et qu'il Mhm. faut de temps en temps faire un petit peu un effort supplémentaire peut-être. Et alors donc, vous parliez de concurrence avec des pays étrangers. Est-ce que les apiculteurs français sont réellement impactés par cette concurrence? Alors en fait, on va avoir, c'est très compliqué à quantifier, mais il y a un chiffre très simple. En France, on consomme environ 50 000 tonnes de miel par an et on en produit en fait en temps normal entre 20 et 25, mais cette année Ouais. simplement 12 000. Donc le calcul est assez facilement fait. Il y a plus de 70% à peu près de la consommation ne vient pas de France. Et après, le problème, il n'est pas là. En soi, pourquoi pas importer du miel? Si on en a besoin, c'est pas si mal que ça. Mais le problème, il est sur la transparence. Le problème, Mm. c'est que voilà, il y a. Parce que quand on va en supermarché, 80% des miels sont indiqués français. Mm. Alors qu'en fait, voilà, on sait bien que derrière, ce n'est absolument pas le cas. Donc, nous, en fait, on a un marché qui est très compliqué de ce point de vue-là. C'est que c'est c'est tellement facile de mentir, entre guillemets, sur la provenance de son miel, que ceux qui le font vraiment en France, ceux qui travaillent vraiment artisanalement comme moi et comme beaucoup d'autres, ont besoin en fait de trouver des leviers totalement différents, très loin en fait de ce circuit de consommation habituel, pour réussir à se démarquer et faire la différence. Mais alors, il n'existe pas de label, d'AOP, enfin, d'appellation d'origine protégée ou Il- des fédérations d'apiculteurs qui vous En fait, protègent? il va exister certains, il existe d'ailleurs, il en existe dans des régions assez particulières, assez identitaires, on va dire. Donc en Corse, ils ont leur propre AOP. D'accord. En Provence aussi. En Provence, si je ne me trompe pas, c'est un IGP plutôt. Et dans les Landes, on est en train de le créer. Mais ça met des mois et des mois, parce qu'en fait, voilà, ça ne va pas forcément à tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. On a toujours beaucoup de mal en fait à créer de la transparence dans ce monde-là, alors que c'est indispensable. Et alors, pour parler encore de contraintes auxquelles vous faites face, les récentes hausses de prix de l'énergie sont-elles compliquées pour une petite structure comme la vôtre? Alors c'est assez compliqué à encaisser. Comme pour tout artisan, on travaille énormément avec, on va dire, la source d'énergie la plus importante pour nous, donc l'essence, le gasoil, puisqu'on roule énormément. L'année dernière, sur tous les véhicules, on a fait 80-90 000 km sur l'année. Mhm. Donc je vous laisse calculer le coût de l'énergie. Donc voilà, quand on a une hausse significative, c'est assez compliqué à encaisser. Et ensuite, on a quand même des infrastructures qui nécessitent aussi beaucoup d'électricité, etc. Puisque, en tout cas, à Lugo, moi, j'ai fait le choix d'avoir une chambre froide qui va en fait me permettre, me servir à différents usages. Donc, la conservation du miel sur la longue durée, c'est mieux de le conserver à une température assez froide, entre 8 et 10 degrés. Et ensuite, ça va aussi me permettre de stocker des hausses fraîchement récoltées, Mhm. puisque ça va tuer tout ce qui est bactéries, en fait, tout ce qui est papillons, etc. Dans une chambre froide, ils vont être éradiqués, donc on est tranquille. Donc voilà, ça c'est des sources de dépenses qui sont qu'on ne maîtrise pas forcément. On est obligé de les avoir et on peut pas faire autrement. Donc c'est assez difficile à encaisser. Ces derniers mois, ça a été forcément là-dessus un peu compliqué. Mais voilà, il faut avoir toujours de nouvelles idées et se réinventer pour suivre un petit peu, pour trouver des solutions. Autre chose que vous ne maîtrisez pas, le temps, le climat. Alors on a eu un été assez catastrophique pour de nombreux agriculteurs, très pluvieux, très humide. Et l'année d'avant, on a eu des incendies assez terribles dans les Landes. J'imagine que l'un comme l'autre, que ce soit des questions de sécheresse ou de pluie discontinue, ça impacte forcément le cycle des fleurs, donc forcément les abeilles, parfois même directement les abeilles elles-mêmes. Avez-vous pâti des récents incendies dans le bassin d'Arcachon et des pluies cet été? Alors, les incendies n'ont pas forcément été, enfin pour moi, d'un point de vue très personnel, des vrais problèmes, puisque ils ont touché une zone dans laquelle il y a très peu de fleurs simplement l'été. Donc sur le court terme, les incendies n'ont pas changé grand-chose sur notre production. D'ailleurs, la bruyère câline, donc Mmh. la fleur d'automne, est une fleur qui fleurit extrêmement bien dans des terres brûlées. La résilience, c'est du bon. Voilà, Pour exactement. les Donc, apiculteurs, en tout donc cas. finalement, les incendies n'ont pas forcément été, bon, c'est triste à dire, mais n'ont pas forcément été si négatifs que ça pour nous, même si on a perdu des ruches qui ont été brûlées parce qu'on n'a pas eu le temps de les sortir, etc. Mais pour le coup, un été comme celui qu'on vient de traverser est beaucoup plus compliqué, puisqu'il a plu abondamment du mois de mai jusqu'au mois d'août, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui.
ce qui en fait empêche totalement la vie de la ruche, enfin d'avoir une vie de la ruche normale, puisque lorsqu'il pleut, les abeilles sortent pas en fait simplement. D'accord. Et même si les abeilles sortaient, les fleurs sont totalement lessivées, si je Lessivées veux de leur dire. nectar, Donc, de toute façon, il n'y a ouais. plus grand chose à récupérer dessus. Donc voilà, des années comme celle-ci sont assez compliquées à encaisser. J'ai divisé par 5 ma production par rapport à ma première année à cause de ces conditions climatiques très compliquées. Ouais. Pour continuer dans dans ces troubles ô combien positifs, il y a également la question du frelon asiatique qui vient perturber encore une fois nos belles abeilles. Mm. Comment faire face aujourd'hui à ce fléau? Est-ce qu'il existe des solutions? Ça doit faire une dizaine d'années que le frelon est arrivé en France. Est-ce qu'il y a une adaptation depuis ou ça reste quand même un prédateur En de... fait, c'est effectivement, on enchaîne un petit peu sur les difficultés qu'on peut avoir, mais voilà, le frelon asiatique, c'est un assez gros problème. Moi, je dois dire très honnêtement que j'ai personnellement jamais vraiment été touché par ça, puisque on a mis en place dans notre région en tout cas, les mairies, etc., les communautés de communes ont mis en place des systèmes de pièges extrêmement généralisés. Donc tous les habitants quasiment de la région vont avoir des pièges mis à disposition contre le frelon asiatique, ce qui en fait est déjà un travail qui permet, qui donne de vrais résultats. Mhm. Parce qu'en fait, il y a pas de solution miracle malgré tout. Le frelon est là, il est présent, et à partir du moment où il y a un nid, à part le trouver et l'abattre, ce qui est très compliqué dans des forêts de pins qui font des milliers d'hectares, c'est toujours, enfin, le frelon, c'est un petit peu l'ennemi invisible pour nous. On le voit devant la ruche, mais on n'a pas vraiment d'autre solution. Donc il y a des apiculteurs entre guillemets amateurs, ceux qui font ça plus comme activité secondaire, le week-end, etc., qui mettent en place des méthodes, mais qui sont absolument pas adaptables Ouais, à l'apiculture professionnelle comme la nôtre. Et alors, tous ces troubles, nous l'avons dit, impactent la production. Comment est-ce qu'on anticipe les périodes de disette sur les stocks d'une année à l'autre? Est-ce que vous prévoyez justement ces éventuels troubles? Bah Comment alors gérer les stocks? c'est très compliqué, surtout que je n'ai pas un historique encore très, Mhm. très développé, en tout cas sur cette gestion-là de la vente, puisque en fait la société que j'avais rachetée ne travaillait pas du tout comme ça, était en vente directe à un grossiste, donc il n'y avait pas du tout cette même gestion de stock, etc., que moi je peux avoir. Donc je dois dire très honnêtement que j'ai assez mal anticipé en fait, Mhm. ce qui fait qu'aujourd'hui je suis un petit peu sur la fin, je suis un peu sur la fin, donc voilà, il faut se réinventer, notamment avec les produits dérivés, etc. Ensuite, on va aller chercher peut-être des marchés différents, donc la pollinisation dont je parlais tout à l'heure, etc. Mais c'est assez compliqué on peut avoir des très belles surprises, comme des très mauvaises surprises du jour au lendemain en fait. Donc c'est voilà, la gestion des stocks, l'anticipation, c'est quand même quelque chose à mon avis qui s'acquiert avec beaucoup de temps et beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, bah, je suis encore trop jeune peut-être Mhm. pour avoir tout ce recul suffisant. Donc voilà, la gestion des stocks est quelque chose d'extrêmement compliqué, je pense. Et aujourd'hui, voilà, c'est. Et alors, comment se fait-on un nom quand on arrive dans ce milieu? Vous avez dû vous implanter dans un territoire, trouver des clients. Donc, vos clients sont... il y a de la vente directe, vous faites des marchés Oui, également, oui, mais une grande partie de votre clientèle est également une clientèle privée de professionnels. c'est ça. En fait, aujourd'hui, mes principaux circuits de distribution vont être des professionnels de la restauration, des professionnels hôteliers, beaucoup. En fait, pour se démarquer, il faut un petit peu chercher les espaces dans lesquels les apiculteurs entre guillemets traditionnels n'iront pas. Ouais. Puisque voilà, comme Le je pas le de dis, côté. voilà exactement. Comme je le dis assez souvent, les apiculteurs qui ont moins de 55 ans se comptent sur les doigts de la main. Ouais. Donc on a quelque chose à faire, on a une très grande place pour nous, plutôt jeune apiculteur. Donc voilà, il faut un petit peu aller chercher ces réseaux de distribution-là qui n'ont jamais en fait vraiment été touchés. Aujourd'hui, moi quand quand je présente mes produits, par exemple, à des grands hôtels parisiens, etc., ils sont un petit peu surpris en fait au début, puisque Ouais. personne n'était jamais allé les voir pour leur vendre du miel, puisque ils allaient vers la solution plus simple, comme tout le monde le fait, vers des grossistes que tout le monde connaît, Métro, Transgourmet, etc. Et donc voilà, c'est là-dessus qu'il y a une place à se faire, c'est là-dessus que moi je travaille beaucoup. À l'audace. Exactement, faut un petit peu, un petit peu essayer, toquer partout et voir où est-ce que ça répond.
Mais voilà, aujourd'hui, moi, c'est principalement des restaurants, des hôtels qui vont consommer mon miel. Et ensuite, effectivement, tout ce qui est épicerie de quartier, boulangerie, fromagerie, caviste, etc. Et une clientèle privée, effectivement, qui va passer directement sur mon site internet, directement sur l'exploitation chez moi. Voilà, c'est un petit peu, à peu près ça. Oui, donc vous passez beaucoup de temps avec vos abeilles, mais aussi une partie du temps à chercher des clients, à démarcher, à faire des dégustations. Oui, effectivement. Ouais. Et puis c'est en plus de ça du temps qu'on a du mal à anticiper, parce que souvent c'est un petit peu compliqué de prévoir quelqu'un qui acceptera une dégustation souvent à des horaires un petit peu compliqués en plus. On connaît le rythme des restaurateurs et des hôteliers qui sont très décalés. Donc voilà, c'est toujours un petit peu réussir à jongler entre ces deux métiers, puisque c'est deux métiers totalement différents. C'est un petit peu un défi quotidien que moi j'aime relever, ça me passionne des deux points de vue. Donc voilà, c'est très intéressant et encore une fois, je pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment une place il y a une place à faire en fait dans ce domaine-là. On voit beaucoup de nouvelles tendances qui se créent, etc. sur les produits du terroir, les produits, la consommation directe, le circuit court, etc. Et donc on a beaucoup de leviers en fait à actionner pour réussir à vendre son miel à qui acceptera de l'acheter à ce tarif-là, puisqu'effectivement je vends mon miel bien plus cher qu'en supermarché, puisqu'il est bien différent déjà. Donc voilà, il faut aller chercher la clientèle qui est prête à accepter, enfin qui est prête à consommer un produit français 100% artisanal et qui provient directement de mes propres ruches, etc. Vous êtes apiculteur, mais vous êtes également entrepreneur, et ça se ressent dans cette reprise en main d'entreprise. C'est là que la prépa DCG peut-être vous a servi. Énormément. Et justement, vous appuyez quand même beaucoup sur des savoir-faire traditionnels dans la manière de faire, sur des innovations techniques dans vos ruches, mais également vous appuyez sur les réseaux sociaux, vous faites de la communication, et vous avez récemment posté par exemple des vidéos parfois pédagogiques, parfois informatives sur votre activité. Effectivement, en fait, il y a un grand malheur dans l'apiculture, c'est que c'est un métier très inconnu. Comme les huîtres. Comme les huîtres d'ailleurs tout à l'heure, Oui. c'est vraiment des métiers on voit ça de loin, on ne sait pas trop ce que ça signifie, etc. Et donc, voilà, moi je me suis un petit peu lancé par hasard, en fait, d'ailleurs, un petit peu comme ça. Je me suis dit, tiens, ce serait marrant d'un petit peu parler de mon métier, de ce que je fais, etc. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je poste en fait assez régulièrement sur les réseaux sociaux traditionnels, enfin Instagram, Facebook, etc. Des rapides vidéos sur déjà un petit peu le mode de vie que je peux avoir, sur ce que je fais à peu près au quotidien. Et j'essaye aussi de faire beaucoup de vidéos pédagogiques sur qu'est-ce que c'est que la transhumance, le rôle de la pollinisation, le rôle d'une reine dans une ruche, etc. Et voilà, c'est une phase de mon métier, je trouve, assez importante, en fait, qui permet un peu vulgariser l'apiculture pour que les gens ensuite sachent consommer en fait simplement, et les gens vont assez rapidement se tourner du coup vers des produits de meilleure qualité, etc. Et donc vous avez, est-ce que vous auriez quelques produits à présenter très rapidement avant de conclure, ou des nouveautés, des projets Effectivement, alors là j'ai déjà mes deux produits dérivés, la moutarde et le caramel au miel, que je vous invite vraiment tous à découvrir. Donc ils sont disponibles sur mon site internet. Donc c'est 100% produit en France. La moutarde vient d'un moulin en Dordogne. L'assemblage est fait directement chez ce producteur-là. Et ensuite le caramel au miel, exactement pareil, il est fait dans ce même moulin en fait, qui avait déjà cette activité auparavant, à laquelle je me suis greffé. Et ensuite j'ai lancé récemment pas un produit différent, mais un système, un abonnement qui en fait vous permettra de recevoir directement chez vous tous les mois des pots de miel d'1 kilo. Donc c'est pour les consommateurs Formidable. un petit peu, voilà, directement à domicile. Plutôt et ça, familial. Plutôt familial, ou alors Ou des très cuisiniers, amateur. des gens qui Oui, cuisinent cuisiniers. beaucoup, vont beaucoup consommer de miel. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Henri-Nicolas. Chers amis et auditeurs du Libre Journal des Artisans, notre émission touche à sa fin. Un grand merci à la Maison Apicole de Lugo. Je rappelle que vous pouvez le contacter directement depuis son site internet pour faire vos commandes. N'hésitez pas à souscrire à ce nouvel abonnement familial qui fera des heureux pour l'automne et l'hiver qui arrivent. Un grand merci également à Pierre Bexon pour cet entretien rafraîchissant sur le scoutisme, mais également à Mathieu Louvès et Enguerrand Ottaviani du club des chasseurs d'huîtres, qui sauront répondre aux appétits des amateurs de mollusques iodés.
Vous pouvez trouver leurs coordonnées sur les différentes pages de communication sur les réseaux sociaux. Un grand merci également à la technique de Radio Courtoisie, en particulier à Claudia, qui a assuré le bon déroulement de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un nouveau Libre Journal des artisans. Très bonne soirée à tous.